19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 4 janvier 2023. Poursuivant une logique de faire une lecture des actions de l'année 2022 écoulée de secteur après secteur, la rédaction a à ce jour livré à une analyse rétrospective du front social de l'année 2022. C'est à travers un dossier réalisé par Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. Connu pour être l'un des plus mouvementés et réactifs de la sous-région ouest-africaine, le Front social nigérien s'est caractérisé pour l'année qui vient de s'écouler par des actions plus ou moins non profondes. En termes d'engagement, les acteurs animant ces terrains se sont montrés beaucoup moins engagés. Cela, pour beaucoup, est dû à l'indifférence manifeste de la grande masse au nom de qui l'essentiel des actions sont menées. Invités au micro de la Bari à faire part de leur appréhension, les acteurs n'ont pas manqué de se montrer assez exhaustifs. Pour Halidou Munkela et Jibrila Idrissa du côté syndical, il y a eu certes des insuffisances, mais il y a aussi des acquis à relever. Pour dire que 2022 a été une année trouble, d'abord pour les travailleurs nigériens, mais aussi pour le peuple de manière générale. Trouble en ce sens que sur le plan, n'est-ce pas, syndical, nous, en tant que CNT, centrale syndicale représentative, avec d'autres centrales avec lesquelles nous travaillons, notamment au sein de l'ITN, nous avons eu plusieurs discussions avec le gouvernement. D'abord sur les doléances que les centrales ont déposées en 2022. Malheureusement, il faut reconnaître qu'il n'y a pas eu de négociation sérieuse entre la partie gouvernementale et les organisations syndicales. Parce que pour nous, il fallait d'abord, avant d'entamer ces négociations, aller vers l'appurement déjà des engagements que le gouvernement a pris antérieurement avec les centrales syndicales. Mais aussi la question de l'absorption ou du plan d'absorption des contractuels de la santé et de l'éducation. Sur ces dossiers, nous nous sommes dit en tant que centrale, puisque les syndicats, vous prenez du secteur de l'éducation, ont eu à discuter avec le gouvernement dans le cadre d'un comité, nous avons dit on va leur donner le temps de finaliser leur propre plan et de nous les soumettre. Nous, en tant que centrale, nous allons discuter dans le cadre du Conseil national du travail avec le Premier ministre et voir dans quelles conditions cela pourrait être fait. S'il faut parler du volet social, c'est bien sûr la gestion des revendications syndicales. Étant une organisation syndicale, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce qui a été nos rapports avec notre partenaire président. Les acquis au titre de l'année 2022 ont été des acquis vraiment timides. Certes, le gouvernement a fait l'effort de payer les incidences financières liées aux avancements et reclassements pour les mois de mai, juin, juillet, août et septembre. Mais voyez-vous, nous sommes en début janvier, nous attendons le paiement au titre des mois d'octobre, novembre et décembre. De l'autre côté, le gouvernement a accepté la mensualisation des pensions pour les fonctionnaires, mensualisation qui doit prendre effet à partir de janvier 2023. Mais néanmoins, il y a d'autres revendications importantes qui sont là et sans satisfaction. C'est principalement l'harmonisation du régime indemnitaire des agents de l'État qui a fait objet d'accord il y a de cela près de 10 ans. C'est aussi l'augmentation du SMIC et la valorisation du point indiciaire. C'est-à-dire, de manière plus claire, l'augmentation des salaires. Du côté des acteurs sociaux, Anas Jibrila du cadre Niger Debout, Niger déballe plusieurs éléments ayant concouru à moins sentir la société cible. L'année 2022 est l'année de toutes les souffrances du peuple nigérien. C'est l'année de tous les calvaires, l'année de toutes les humiliations de ce peuple-là. En mettant l'accent sur un certain nombre d'éléments qui ont caractérisé pratiquement l'année 2022. Je vais parler de la question de la cherté de la vie. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne que les Nigériens souffrent amèrement où qu'ils se trouvent, quel qu'en soit leur degré de responsabilité. La cherté de la vie frappe toutes les familles,
sans qu'il n'y ait une augmentation, même pour les fonctionnaires, à plus forte raison ceux qui ne sont pas des fonctionnaires. Le prix des denrées de première nécessité, ça monte, ça descend au gré des personnes qui pensent détenir tout. S'inscrivant dans une logique de restriction des libertés publiques. Donc du coup, ce qui fait que nous sommes dans une situation d'une politique de 2 poids 2 mesures. Voilà pourquoi la société civile nigérienne, malgré tous ces éléments-là que je vous ai dit, courant 2022, n'a pas pu mener une action conséquente allant dans le sens de se faire entendre, allant dans le sens d'imposer à l'autorité afin qu'elle puisse prêter une oreille attentive aux doléances du peuple nigérien. Pour l'année 2023 qui marque son envol, les vœux tournent autour de plusieurs espérances. Les vœux, c'est de voir les vœux de bonheur, les vœux de santé, mais aussi de prospérité. Nous estimons que 2023 doit être d'abord une année stable sur le plan sécuritaire. Il faut que le Niger et le gouvernement et le peuple nigérien se donnent les moyens, n'est-ce pas, de ramener la sécurité ou la quiétude sociale dans notre pays. Mon vœu, c'est que nous ayons un pays où il y a la paix, parce que tout commence par la paix d'abord et la sécurité. Notre souhait important, c'est d'abord cette question de paix et de sécurité. Pourquoi? Parce que les régions où il y a cette insécurité persistante, il y a des zones où il n'y a plus de travailleurs. Les espérances pour 2023, c'est que le pays retrouve sa souveraineté. C'est que les Nigériens arrivent à se ressaisir. Se ressaisir, pourquoi? Ce n'est pas pour faire partir un régime ou amener un autre. Mais s'il faut faire partir un régime, si les nécessités l'imposent, il faut le faire. Plus qu'un bilan, il y a à noter que l'engagement social se veut comme objectif social la défense des droits des sans-voix à travers la lutte contre la corruption, les inégalités et les insuffisances de toutes sortes. Lancement ce matin à l'hôtel de ville de Niamey par la Direction générale des impôts de la campagne nationale de recensement relative aux impôts fonciers. La cérémonie officielle de lancement s'est tenue en présence des leaders d'opinion de la ville de Niamey. Ismaël Mouni Cheboudisso. Véritable source de financement des collectivités territoriales, les impôts fonciers contribuent significativement au budget national. Voilà pourquoi la Direction générale des impôts fait appel à des partenaires stratégiques, c'est-à-dire les acteurs des collectivités territoriales, afin de lutter efficacement contre l'incivisme fiscal. Le mot d'ordre de la DGI, c'est que l'impôt doit être volontairement acquitté par chacun. On ne peut pas faire le gendarme derrière chacun pour dire vous devez payer votre impôt, sinon ça ne marche pas. Ça va être compliqué. Aucune administration ne peut poursuivre tout le monde pour dire il faut que obligatoirement me donner. Donc c'est pour ça que nous avons mis l'accent sur la sensibilisation. Et pour sensibiliser, il n'y a pas mieux que les leaders d'opinion qui sont aujourd'hui réunis dans cette salle, chacun à ce titre, grade et qualité, pour que ce message soit porté le plus loin possible. Alors, de quels impôts il s'agit ce matin? Il s'agit simplement ce matin des impôts en lien avec le foncier, en lien surtout avec le revenu foncier. Aujourd'hui, comme vous le savez, ceux qui ont des salaires chaque mois, qu'ils le veuillent ou pas, l'employeur, il retient à la source et il verse à l'État. Mais celui qui a des revenus fonciers, chaque mois ou chaque année ou chaque trimestre, il empoche ses revenus. Maintenant, le paiement des impôts dépend de lui, sa capacité ou sa volonté à venir déclarer au service fiscal les revenus qu'il gagne. Donc, c'est ce devoir de conscience auquel nous appelons tout le monde. Donc, nous lançons cette année une campagne de concert avec le Conseil de ville de Niamey. Ça, c'est pour le cas de Niamey. Mais aussi, la même campagne sera lancée dans l'ensemble des chefs-lieux de région entre les directeurs régionaux des impôts et les conseils des villes respectifs qui sont dans leur territoire. C'est vraiment une campagne nationale qui va durer 3 mois, au cours de laquelle nous allons demander à ce que vraiment chaque citoyen qui a des revenus fonciers d'abord les déclare
et les payer ensuite. Les impôts fonciers contribuent à la vitalité des collectivités. Ainsi, le responsable de la ville de Niamey rassure la Direction générale des impôts de mener à bien cette mission. Le conseil de ville avait été édifié la semaine dernière de ces questions et nous avons pris l'engagement de vous regrouper aujourd'hui la crème des leaders d'opinion de la ville de Niamey. Et je voudrais, avec votre permission, remercier les maires d'arrondissement qui ont été les chevilles ouvrières de cette mobilisation au niveau des arrondissements communaux. Je suis donc très ravi de voir que la salle est comble. Ça veut dire que les populations sont à notre écoute et ça veut dire que vous avez bien vu en passant par nous pour vous adresser à cette population. Je voudrais qu'on comprenne déjà que la DGI est un outil de l'État au service de la population et donc de la collectivité que nous représentons. Les impôts dont il est question sont des impôts qui sont partagés, parfois équitablement entre l'État et la collectivité territoriale. Ça veut dire que nous tous, nous avons intérêt à ce que cet impôt soit recouvré à 100%. Pour qu'il le soit, il faut l'engagement de chacun et de tous. Je vais donc vous demander, puisque vous m'avez porté à la tête de la ville de Niamey pour cela, vous demander de vous faire violence pour que partout où il y a un impôt foncier qui est dû à l'État du Niger, qu'on puisse aider la DGI à le recouvrer. Ainsi, à travers cette campagne de sensibilisation, la Direction générale des impôts, avec ses partenaires stratégiques, s'engage à faire des impôts fonciers un vrai outil de financement des besoins de l'État et des collectivités décentralisées. L'Union des étudiants de l'Université Jibo Amani de Tawa a depuis quelques semaines une nouvelle équipe avec à sa tête Amidou Zouli Aruna. Il nous décline dans l'extrait qui va suivre les priorités du nouveau bureau. On l'écoute. L'Université de Tawa est confrontée à plusieurs problèmes, notamment un problème d'infrastructure, parce que certes, il y a eu des infrastructures qui ont été inaugurées et qu'il y a beaucoup qui sont en chantier, mais beaucoup reste à faire encore, parce que nous avons demandé à ce que des amphithéâtres de 1000 places soient vraiment construites dans l'intérêt de tous. Il y a également un problème des bus, un problème des cités universitaires aussi que nous avons. Il y a aussi un problème de master au niveau de la FSA et de la FSE. Et au-delà de ces problèmes académiques aussi, il y a également le problème de recrutement de nos camarades après la licence de la FSE. Là aussi, c'est un sérieux problème que les gens sont en train de sous-estimer ce problème, parce que eux, ils sont là en tant qu'étudiants et après ça, ils devront être vraiment recrutés à la fonction publique. Mais chose qui n'est pas en train d'être remarquée, chose qui n'est pas en train d'être pratiquée. Nous, en tant que comité exécutif, nos priorités, d'abord, c'est la patience, parce que nous avons jugé utile d'être patient. Et après cela, c'est le dialogue aussi, comme d'habitude. Dans l'USN, on sait que c'est toujours le dialogue qui doit être au devant. Et après ce dialogue, je pense bien que si ça n'aboutit pas, on est obligé de passer à autre chose encore. Mais quand même, nous avons jugé utile en tant que comité exécutif de prioriser toujours le dialogue. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement avec les autorités. Dans l'urgence, nous, on souhaite vraiment avoir des bus. On souhaite avoir des bus, ça c'est un point de vue social. Encore d'un point de vue académique, il y a aussi la question de recrutement de nos camarades de la FSE après leur licence. Ça, c'est les urgences, les plus urgences. Pour la question de violence, on le sait, à l'université d'État, c'est une triste réalité. Dans le temps, c'est vraiment de la violence, comme vous pouvez le penser. Mais maintenant, avec nous, notre politique, parce que nous avons notre politique, nous avons notre slogan à travers lequel nous sommes en train de créer les conditions pour que même la commission d'ordre soit formée physiquement et moralement dans sa mission. Et au-delà de ça, le comité exécutif a un slogan. Le slogan n'est rien d'autre que le changement de mentalité et des méthodes de lutte. Donc voilà notre slogan aussi en tant que nouveau comité exécutif. Et nous allons créer toutes les conditions pour que cela soit au rendez-vous. J'ai toujours lancé à l'endroit de mes camarades un message d'union.
un message de fraternité, un message de sagesse, un message de patience. Parce que sans ces mots, aucun comité exécutif ne peut fonctionner. Je l'ai toujours dit, nous avons été patients avant notre consécration et nous continuons à le faire. Et la base doit être derrière nous pour que vraiment ces objectifs, pour que ces préoccupations soient au rendez-vous. Nos relations avec nos enseignants-chercheurs, c'est des relations vraiment académiques, un peu au-delà, ça ne manque pas. Et qu'aujourd'hui, c'est une couche, nous en tant qu'étudiants, nous sommes obligés de respecter parce qu'avant tout, c'est nos enseignants. Et quand on dit enseignants aussi, c'est nos parents. Donc on est obligé de les respecter. Ce respect-là, d'ailleurs, il est réciproque. Et nous, en tant qu'étudiants, et eux, ils sont censés nous respecter. Et c'est d'ailleurs l'une des choses qui nous a poussé de le mettre dans notre programme, parce qu'on l'a mis dans notre programme, le respect entre enseignants et enseignés. Ça, c'est une priorité pour tous. Le rectorat, effectivement, après cette situation syndicale qui a caractérisé notre cadre organisationnel, notamment la section UNUT, il y a eu des choses que l'opinion s'est dit. Mais quand même aujourd'hui, alhamdulillah, après notre consécration à l'UNUT, à la tête de l'UNUT, notre relation pour l'instant, elle est vraiment une relation saine, une relation bonne et nous souhaiterons vraiment que ça continue dans ce sens afin que l'intérêt général soit atteint. Célébration ce 4 janvier de la journée internationale de Braille. À cette occasion, une de nos équipes est allée à l'école des aveugles pour s'inquiéter des conditions d'études des élèves déficients visuels. Il s'agit de Ariata Salah et Nasser Sedou. Le braille est un système d'écriture et de lecture tactile à points saillants utilisé par les personnes aveugles. Ce système porte le nom de son inventeur, le français Louis Braille. À l'école des aveugles Soli Abdraman de Niamey, les élèves non-voyants sont repartis dans 7 classes du CI au CE2 où ils étudient avec le braille, ce système universel pour les personnes aveugles. Il existe des livres en braille couvrant à peu près tous les sujets. C'est pourquoi l'Union des aveugles du Niger demande avec insistance au gouvernement de ratifier le traité de Marrakech afin de permettre aux élèves et étudiants aveugles d'acquérir des connaissances approfondies. Le traité de Marrakech, c'est une convention qui a été déjà signée par notre pays. On attend seulement la ratification. Donc ça facilite beaucoup l'accès à la documentation aux étudiants, aux enseignants. C'est-à-dire que tout pays qui ratifie donc le traité de Marrakech, il a droit d'accéder donc à toutes les documentations par site. Par exemple, quand vous prenez un pays qui a un livre Camara Lai, qui est en Guinée, déjà en braille, donc on n'a pas besoin de transcrire ça ici au Niger, c'est tout simplement dans la bibliothèque qu'on prend le livre là et le tirer pour donner à nos étudiants. Donc c'est ça vraiment qu'on attend au niveau du gouvernement du Niger pour que ce traité-là soit ratifié en même temps que le Niger soit sur la même ligne que les autres pays. Beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, ils ont ratifié ça, mais c'est seulement que le Niger qu'on attend jusqu'à présent, ça n'a pas été ratifié. Les matériels utilisés pour apprendre le braille sont la tablette et la machine. À l'école des aveugles du Niger, les élèves ne disposent que de tablettes pour étudier. L'acquisition des machines permettra un bon apprentissage, d'où ce cri de cœur à l'endroit de toutes les bonnes volontés. Normalement, si les moyens nous les permettent, chaque enfant doit avoir cette tablette. Mais comme nos enfants sont issus des familles pauvres, donc on se contente de la tablette jusqu'au lycée. Oui, c'est ça le problème. On a les machines pour les enseignants. Parce que pour taper les leçons, pour taper les supports de leçons, les exercices, donc il faut nécessairement la tablette, la machine. Bien qu'on a beaucoup de machines qui sont en panne et on n'a pas de spécialistes à la matière pour pouvoir nous les réparer à la minute près. Oui, donc chaque classe a une machine. Donc ce que vous voyez là, c'est l'État qui nous fournit ça. La tablette, ici, c'est pour faire le calcul. C'est le cubarisme. C'est avec ça qu'ils font les mathématiques. Tout ça, là, ça provient de l'État. Sinon, les parents ne peuvent pas acheter ça. On a les papiers aussi qui coûtent cher. Tout ça, là, c'est l'État. Maintenant, on est à bout de nos papiers. Donc, nous lançons vraiment un grand appel quant à nos autorités et les ONG, les bonnes volontés pour nous venir en aide. Pour mieux soutenir nos enfants dans leur éducation. Et ici, c'est le poinçon, c'est le bic. Le seul poinçon coûte 2500. Celle-là, elle coûte dans les 33 000. Ça,
c'est dans les 22. Ici, les cubes, boîte de 50. Il y a boîte de 50, il y a boîte de 100. Boîte de 100, c'est dans les 49 000 et quelques. Ça, c'est les chiffres qui sont sur et il pose pour faire. Le braille est composé de 6 points. Ces combinaisons permettent de faire l'ensemble des lettres de l'alphabet, les lettres accentuées, les signes de ponctuation, les signes mathématiques et bien d'autres. Le champion de la lutte de la 43e édition, Kadri Abdou d'Issa Kaïssa, est rentré à Dosso ce matin où il a présenté le sabre aux autorités de la région ainsi qu'à la population. C'est un accueil de grand jour qui lui a été réservé. Le compte-rendu avec notre correspondant de Dosso, Abdou Saleh. Les ambassadeurs de la région de Dosso à la 43e édition du Sabre national ont été accueillis ce mardi 3 janvier 2023 à Gatabangou, village situé à environ 12 km de Dosso sur la nationale numéro 1. Avec à leur tête notre champion national Kadri Abdou d'Issa Isaka, ils ont eu droit à des cris de joie et des slogans comme « Vive Issaka Isaka » par les villageois et le comité venu de Dosso pour les accueillir dès leur entrée du village. La délégation a ensuite mis le cap sur l'arène Salma Danrani où une foule compacte les y attendait. Mais avant, ils ont pris soin de sillonner les grandes artères de Dosso en brandissant le sabre tant convoité remporté à Difa. La population de Dosso, quant à elle, n'a pas manqué de les encourager tout au long du trajet, menant à l'arène. Une fois à l'arène, les populations, dans un mouvement d'ensemble, ont manifesté leur reconnaissance au champion national, à la délégation qui l'accompagne. Ce fut ensuite le tour du secrétaire général du gouvernorat de Dosso, représentant le gouverneur empêché, de prendre la parole pour remercier la mobilisation des populations dont il a la charge. Ceci, il est vraiment de tous. Mesdames et messieurs, permettez-moi pour agrémenter davantage mes propos de vous présenter ici de façon exhaustive les performances qui ont fait sortir du lot avant qu'il me soit également permis de saluer de rendre un vibrant hommage à celui que chacune et chacun de vous peut aisément imaginer, Kadri Abdou d'Issa Isaka, l'imitable, l'invincible, cet homme d'exception que chaque région rêve d'avoir. Et dans le cœur de Dieu tout-puissant a gratifié à la région de Dosso. Fin de la cérémonie, le chef de la délégation de Dosso, en l'occurrence le préfet de Gaïa, M. Assimi Abachi, s'est confié à notre micro. Je ne fais pas de stratégie, puisque je suis parti en compétition, je ne dois pas me minimiser. J'ai fondé espoir et Dieu a exaucé mon vœu. Je ne peux être que fier au nom de la population de la région de Dosso. Je l'ai prêté et je l'ai ramené. Ça fait la stratégie du combat, Inch'Allah. Moi, à maintes reprises, à l'accueil d'un champion, je n'ai jamais vu autant de mobilisation et autant de soutien que cette fois-ci-là. Parce que 5 fois, ce n'est pas du tout facile, surtout qu'il se succède à lui-même. Comme nous l'avons dit, c'est le fait de tenir cette promesse-là qui a beaucoup motivé la population de la région de Dosso à lui réserver un accueil de grand jour. En tout cas, même dans la capitale, je ne pense pas qu'on puisse mobiliser aussi des gens que cette fois-ci pour accueillir notre champion de Dosso. Notons enfin que la délégation passera la nuit à Dosso pour reprendre la route le mercredi 4 janvier 2023 pour Gaïa, dont est originaire notre champion. Du sport, toujours dans le cadre des préparatifs de la participation du MENA au championnat d'Afrique des Nations CHAN prévu dans quelques jours en Algérie, le président de la commission communication et le sélectionneur du MENA ont animé hier après-midi une conférence de presse. Le résumé du point avec Ibrahim Tikiré et Nasser Sed. À l'entame de cette conférence de presse, c'est le président de la commission communication de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT qui a annoncé la bonne nouvelle. Le premier capitaine du MENA a instruit les autorités pour le décaissement de toutes les primes des joueurs du MENA A' et les dépenses liées au déplacement de certains acteurs du football en Algérie. Nous sommes d'autant plus heureux que depuis quelques temps quand même, depuis quelques mois, il y a comme un frémissement au niveau du soutien des autorités politiques. C'est pour ça que nous sommes encore plus confiants. Donc,
ce pain noir que nous sommes en train de manger sera bientôt derrière nous, avec la plus haute implication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Mohamed Bazoum, qui en a fait son affaire personnelle pour aider le football à véritablement occuper la place qui doit être la sienne et de façon générale le sport. C'est pour ça que nous avons vraiment le plaisir d'annoncer à l'opinion publique que la totalité du budget approuvé avec la tutelle a été libérée sur les hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Donc je pense que c'est une prouesse à saluer et c'est vraiment une grosse épine en moins parce que pendant plusieurs semaines, la Fédération s'est évertuée à préparer la participation honorable du Niger au CHAN sans beaucoup de perspectives. Mais là, c'est clair, les fonds ont été libérés et notre équipe nationale va pouvoir voyager sereinement du côté de la Tunisie pour parfaire sa préparation avant donc le début des compétitions en Algérie le 20 janvier prochain en ce qui concerne évidemment le Niger. Les objectifs de la FENIFOOT à ce CHAN sont très clairs. Faire mieux que les précédentes éditions. Et le sélectionneur Harouna Doula est conscient du défi. Il a affirmé compter sur les meilleurs joueurs de la Super League pour hisser haut les couleurs nationales en Algérie dans quelques jours. C'est la troisième fois que je retrouve le CHAN. La première fois on a été jusqu'en quart de finale. Je pense que ça allait au-delà. Pour mon ambition personnelle d'abord, parce que ça rentre dans mon CV. Et si réellement je n'ai pas d'ambition, je ne serai pas devant vous à vous répondre à ces questions. On va aller jouer, comme l'a dit le SG, crânement nos chances. Et on va jouer avec nos certitudes. Et on va même aller bousculer dans nos incertitudes pour voir si, comme tu l'as dit, on peut ramener la coupe au Niger. Ça serait une fierté pour moi, ça serait une fierté pour toute la population nigérienne. Et si c'est dans mes cordes, j'irai le chercher avec les moyens qu'il faut. Logé dans le groupe E en compagnie du Cameroun et du Congo, le MENA national A' doit devoir se battre pour arracher le ticket qualificatif pour les quarts de finale de cette compétition. Tâche difficile mais pas impossible pour les poulains de Harouna Doula qui ont besoin des prières de tout le peuple nigérien. Notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique juridique, se penchera sur le thème le fonds de commerce. Le juriste également président du Raza Presse, Alfred Emmanuel, va nous éclairer davantage sur ce thème. Très bonne réception. L'acte uniforme sur le droit commercial général, en son article 103, nous donne une définition, en tout cas nous présente le fonds de commerce. Et au terme de cet article 103, le fonds de commerce est constitué par un ensemble de moyens qui permettent aux commerçants d'attirer et de conserver une clientèle. Donc, nous allons voir quels sont les éléments constitutifs du fonds de commerce et nous allons voir quelles sont les différentes sortes d'opérations qui peuvent être accomplies sur le fonds de commerce. Maintenant, s'agissant des éléments constitutifs du fonds de commerce, là, nous avons des éléments principaux et des éléments secondaires. Et rappelez-vous, je disais que le fonds de commerce, c'est cet ensemble-là qui permet aux commerçants de pouvoir conserver ou bien attirer une clientèle. Donc c'est un ensemble d'éléments qui permet aux commerçants de pouvoir attirer sa clientèle ou bien de conserver sa clientèle. Et parmi ces éléments-là, nous avons ceux qui sont des éléments principaux et d'autres qui sont secondaires. Donc parmi les éléments principaux du fonds de commerce, nous avons la clientèle ou l'achalandage. La clientèle, c'est cet ensemble de personnes qui sont en relation d'affaires avec une maison de commerce ou bien avec un commerçant.
c'est toutes ces personnes qui entretiennent des relations commerciales avec un commerçant. C'est ces personnes-là qui sont intéressées par le bien ou bien par les services que propose le commerçant. Donc, l'achalandage désigne les clients occasionnels, les potentiels clients qui peuvent entrer en contact avec le commerçant ou bien souvent qui sont de passage. Donc, le premier élément dans cette liste, c'est la clientèle ou l'achalandage. Maintenant, vous avez comme deuxième élément constitutif du fonds de commerce le non commercial ou l'enseigne. Chaque société commerciale ou bien chaque commerçant est libre de choisir un nom. Donc le choix du nom, comme on le voit un peu partout dans les différentes sociétés ou bien en tout cas au niveau des personnes qui exercent des activités commerciales, chacun choisit le nom qui lui plaît. Donc vous avez le nom commercial ou bien l'enseigne qui est cette image ou ce logo, en tout cas ce qui permet d'individualiser ou bien de reconnaître facilement le commerçant. Donc c'est l'emblème figuratif, l'enseigne, qui désigne ou bien qui fait souvent office d'une sorte de fantaisie quand même qui permet d'identifier le commerçant. Donc voici les deux éléments principaux que nous avons dans le fonds de commerce. Vous avez la clientèle ou l'achalandage, vous avez ensuite le non commercial ou l'enseigne. Et je disais que le non commercial, c'est l'intitulé ou bien c'est en tout cas l'appellation par laquelle le commerçant souhaite être appelé ou bien par laquelle il souhaitait que la société soit appelée. Et l'enseigne qui est cette image de fantaisie ou bien logo quelconque qui permet d'identifier un commerçant. Maintenant, vous avez des éléments secondaires du fonds de commerce. Parmi ces éléments-là, nous avons des éléments corporels et des éléments incorporels. Parmi les éléments corporels du fonds de commerce, vous avez le matériel. Par exemple, tout le matériel, l'outillage que le commerçant utilise pour l'exploitation de son activité commerciale. Les machines, les véhicules, etc. Vous avez également les marchandises. Donc là, ce sont les stocks de matières premières ou des produits destinés à la vente. Tout ceci entre dans les éléments corporels du fonds de commerce. À côté, vous avez également les éléments incorporels, tels que le droit au bail. Le commerçant peut exercer son activité, prend un local. Donc ce local-là est ou bien fait partie des éléments incorporels du fonds de commerce. Vous avez les licences d'exploitation. Donc là, il s'agit des licences qui sont exigées pour l'exercice de nombreuses activités. Vous avez également les droits de propriété intellectuelle. Là, il s'agit des brevets d'invention, des marques et de fabrique et de commerce, des dessins et modèles et de tout autre droit de propriété intellectuelle nécessaire à l'exploitation. Voilà les éléments constitutifs du fonds de commerce que nous avons. Maintenant, quelles sont les opérations qui sont faites sur le fonds de commerce? Là, nous avons 3 opérations. Le fonds de commerce peut être vendu, c'est la cession du fonds de commerce. Le fonds de commerce peut être donné en location-gérance. Le fonds de commerce peut être donné pour garantir des dettes du commerçant. C'est ce que nous appelons le nantissement du fonds de commerce. Donc voilà les 3 opérations que nous pouvons considérer sur le fonds de commerce. Maintenant, s'agissant de la cession du fonds de commerce, cela veut dire que le commerçant qui le désire peut céder, peut vendre, peut aliéner son fonds de commerce. Il peut le vendre à une autre personne. Et la vente du fonds de commerce peut se faire soit par acte sous signe privé ou bien par acte authentique. C'est-à-dire que vous pouvez vous entendre vous-même et signer un document, tout comme vous pouvez passer devant l'office notarial pour pouvoir faire la vente. Maintenant, s'agissant de la location-gérance, là, généralement, le fonds de commerce est exploité, qui est exploité par son propriétaire, ne sera plus le cas. Donc, c'est-à-dire que le propriétaire du fonds de commerce va le mettre à la disposition d'une autre personne qui va l'exploiter à ses risques et périls, mais moyennant une rémunération, en tout cas moyennant un montant qu'elle va, ou une redevance qu'elle va verser au propriétaire du fonds de commerce. Et enfin, vous avez le nantissement du fonds de commerce. Là, le nantissement du fonds de commerce permet à l'exploitation du fonds d'obtenir des fonds pour poursuivre ou étendre son activité. Maintenant, pour pouvoir avoir ces fonds, il met à disposition ce fonds de commerce avant d'avoir un financement qui lui permet d'étendre son activité. C'est ça
que nous appelons le nantissement de commerce. Et là, vous pouvez retrouver cela au niveau des articles 69 et suivants de l'acte uniforme portant organisation de sûreté, qui ont prévu un gage sans dépossession. C'est important, c'est un gage sans dépossession. C'est-à-dire que le commerçant continue la jouissance de son fonds de commerce, mais c'est-à-dire qu'il l'a donné en gage pour pouvoir avoir un crédit. C'est ce qu'on appelle le nantissement. Et les banques connaissent bien cette opération. Le commerçant vient au niveau d'une banque, par exemple, il met en gage son fonds de commerce. Et le fonds de commerce, nous avons vu que c'est un ensemble d'éléments tels que la clientèle, le non commercial, l'enseigne, le matériel utilisé, le bail, le local. Tout ceci constitue le fonds de commerce. Donc le commerçant qui désire avoir un crédit peut mettre à disposition ces fonds-là pour pouvoir avoir ce crédit et étendre son activité. Donc voici les 3 opérations que nous pouvons avoir sur le fonds de commerce. Vous avez la vente, c'est-à-dire quelqu'un, un commerçant, peut vendre son fonds de commerce, il peut le céder. Deuxièmement, le commerçant peut mettre en location-gérance le fonds de commerce, c'est-à-dire qu'il prend une personne à laquelle il met à disposition ce fonds en vue de l'exploiter, cette personne à ses risques et périls, moyennant une rétrocession ou bien un paiement qu'elle donne au commerçant propriétaire du fonds de commerce. Et la dernière opération, c'est le nantissement. Ce nantissement permet au commerçant de mettre à disposition ou à gage ses fonds afin d'avoir un crédit pour étendre son activité, mais tout en continuant d'avoir la main sur son fonds, à la différence ici de la location-gérance qui dépossède le commerçant. C'est-à-dire que ce n'est plus lui qui l'exploite, c'est une autre personne qui l'exploite, mais moyennant le versement d'une redevance.